Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'analyse de l'actualité, Analyse Actu. Vous allez désormais nous regarder sur 10e rue TV, la télévision du peuple congolais, la télévision du combat pour le changement en République démocratique du Congo. Nous allons désormais partager des moments avec vous dans des magazines comme celui-là. Au journal télévisé, non, je ne pense pas trop. Mais nous vous garantissons des analyses sur l'actualité du pays, sur des faits politiques, mais aussi des faits de société, pourquoi pas. Nous allons essayer aussi de pouvoir interagir avec vous à travers ce magazine. Au fur et à mesure, nous allons avancer avec vous. Nous verrons l'opportunité de pouvoir vous accorder la parole pour que nous puissions échanger autour des questions qui vous préoccupent sur l'actualité en République démocratique du Congo. Mais déjà, sachez que ce magazine, Analyse Actu, est disponible sur votre chaîne 10e rue. Désormais, nous sommes là pour vous. Et de temps en temps, nous allons recevoir pour vous des confrères journalistes Joël Kadendanga, Israël Mutombo, Christian Bossembe et tous les autres grandes gueules, grosses gueules de la presse congolaise pour pouvoir analyser ensemble l'actualité dans notre pays. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? Il y a 3-4 sujets qui ont retenu mon attention. Il s'agit d'abord de cette visite de travail du président somalien qui a séjourné en République démocratique du Congo depuis la nuit de dimanche à aujourd'hui lundi. Il a donc eu un tête-à-tête avec le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en même temps le président de l'Union africaine. Vous savez, la République démocratique du Congo est aujourd'hui au cœur de la diplomatie africaine et pourquoi pas est aujourd'hui l'interlocuteur de l'Union africaine au niveau international. Je crois savoir que c'est dans ce sens que le président somalien séjourne en République démocratique du Congo pour un tête-à-tête avec son homologue Tshisekedi Félix. Vous le savez d'ailleurs que la Somalie est en train de passer un moment de crise, je dirais crise entre guillemets, mais vous savez que la Somalie a traîné devant la Cour internationale de justice, le Kenya, pour des différends autour des frontières maritimes. Mais en même temps, vous le savez aussi que la Somalie a bénéficié de 144 policiers venant du Nigérian pour pouvoir renforcer la stabilisation de la sécurité. Voilà un peu, je crois savoir que c'est autour de ces questions. Peut-être que les deux présidents vont cogiter parce que la sécurité en Afrique préoccupe le président congolais qui est le président de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais le président somalien n'a pas dit un seul mot à sa descente à l'aéroport international d'Ndjili où il a été accueilli par Marine Toumbanzenza. Donc nous attendons peut-être dans les heures qui suivent, nous en saurons un peu plus sur cette visite de travail. Alors un autre sujet, c'est la question de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde 1. Sera-t-il investi ou pas? Les questions taraudent vos esprits. Il y a des gens qui m'ont appelé d'un peu partout pour me demander, mais finalement, nous nous impatientons avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura investiture ou pas? Bon, je n'ai pas des outils qui peuvent me permettre de vous garantir qu'il y aura investiture, mais d'après les recoupements des informations que nous avons essayé de faire sur le terrain, j'ai parlé avec 2, 3, 4 députés nationaux qui m'ont fait savoir qu'ils n'ont aucunement l'intention de bloquer la marche du pays et de ne pas investir le gouvernement Sama Lukonde. Ça ne relève que des rumeurs qui courent, qui vont bon train à Kinshasa, comme c'est l'habitude. Les gens pensent que le gouvernement Sama Lukonde ne sera pas investi parce que les autorités de l'Union sacrée de la nation n'ont pas pris en compte les attentes des députés pétitionnaires. Mais attendez, les députés pétitionnaires, ils étaient à combien? À peu près 380 quelques députés qui avaient signé la pétition pour mettre fin au mandat de Janine Mabunda à la tête de la Chambre basse du Parlement. Mais est-ce que
on pouvait imaginer un gouvernement comme ça de 300 membres. Ça, c'est inimaginable et ça ne pouvait pas se faire. Alors, quand je parle avec ces députés, ils me disent, non, mais Denis, écoute, nous, on n'a pas cette intention-là de nous retrouver tous au gouvernement, mais seulement, nous avons posé une revendication qui est légitime. Nous avons estimé que ce gouvernement n'a pas pris en compte certaines contrées de la République démocratique du Congo, notamment la ville de Kinshasa qui n'est pas représentée. Ok, mais alors, maintenant, la ville de Kinshasa n'est pas représentée. J'ai entendu parler aussi, je ne sais pas, du Maniema, de Kindu, dont les entités n'ont pas été représentées au sein du gouvernement. Moi, je me dis qu'à un certain moment, nous devons apprendre à nous arrêter pour dire, est-ce que nous devons avancer ou nous devons faire du surplace? À un certain moment de la nation, nous devons quand même faire un sursaut, je voudrais dire patriotique, pour regarder à l'intérêt communautaire, à l'intérêt général. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'était une révolution qui a été menée par les députés nationaux, bien entendu avec l'honorable Jean-Marc Abound, qui a dû travailler d'arrache-pied pendant 3 mois sur ce projet-là, qui a travaillé d'arrache-pied avec les autres députés, les sénateurs, en train de peaufiner des stratégies. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour finalement renverser la vapeur, faire partir ce groupe d'individus qui avaient pris pratiquement l'Assemblée nationale en otage? Ils ont réussi, le pari gagné, bravo. Et maintenant, on nous dit que voilà ce qu'on a obtenu par la voie de la corruption, ce qu'on a obtenu par des voies malveillantes. Maintenant, ça se retourne. J'ai entendu dire ça sur un plateau de télévision. C'était des politiques PPRD, c'était des communicants du PPRD qui les disaient, non, voilà, aujourd'hui vous êtes bloqués, on vous avait dit qu'il n'y aura rien de bon à l'union sacrée de la nation. Oui, moi je comprends qu'il y a des gens qui sont pessimistes par rapport à l'intérêt du pays, par rapport à l'intérêt général. Mais souvenez-vous que le président de la République, dans son discours de 6 minutes, disait « Nous allons faire des choses selon ma vision ». Ça, c'est le président qui parlait. Et aujourd'hui, les choses doivent se faire selon la vision du président de la République. Et moi, j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris que les choses devaient se faire selon la vision de Félix Tshisekedi. Et qui sont en train de penser toujours autorité morale, qui sont encore en train de rêver cette époque-là de l'autorité morale de quelqu'un qui devait décider quelque part sur ce que les députés devaient faire ou ce que les ministres devaient faire au gouvernement. Ce temps-là est révolu. Le président doit faire des choses selon sa vision. Le Premier ministre a amené les ministrables, la liste des ministrables auprès du chef de l'État, après plusieurs tractations au niveau des partis politiques, au niveau des regroupements politiques, au niveau même du gender, parce qu'on a vu les femmes monter au créneau pour dire « Nous voulons une représentativité de la femme à 30% minimum ». Alors, toutes ces tractations ont conduit à ce qu'on a appelé le blocage. Le blocage qui a perduré 3 mois, on attendait l'arrivée du gouvernement. On a amené une première monture au chef de l'État. Il a signé, il a renvoyé à l'expéditeur, tout en demandant qu'on puisse respecter la représentativité de la femme, qu'on puisse respecter la représentativité de la jeunesse, qu'on puisse respecter la géopolitique. Alors, lorsqu'on les choses traînent, vous avez vu comment est-ce que la tension a commencé à monter d'un cran au niveau du pays parce qu'on disait finalement qu'est-ce qui bloque? On avait dit c'est Kabila qui bloquait, on avait dit c'est Mabunda qui bloquait, on avait dit c'était Chadari qui bloquait, on avait dit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque encore? Lorsque le Premier ministre amène la mouture qui a été promulguée aujourd'hui, le chef de l'État, voyant l'attente ou l'impatience de la population congolaise, voyant la souffrance de la population congolaise, la misère qui ne faisait que s'accentuer, est-ce qu'il fallait laisser les politiques en train de se disputer, laisser les politiques en train de se battre pour avoir un poste, ou il fallait décider finalement pour la promulgation du gouvernement Sama Lukonde 1? Le président a décidé, c'est ce qui a été fait.
Et après, on constate que les députés montent au créneau pour dire non, écoutez, nous sommes des pétitionnaires, nous avons travaillé, nous avons exposé nos vies même face à la mort parce qu'il y a des députés qui ont été empoisonnés. Oui, moi j'en connais un, je l'ai reçu sur mon plateau, Eustache Mouya, il est parti comme ça. Il est parti, c'est regrettable. Il y a des députés qui ont bravé la Covid-19 en se présentant à l'Assemblée nationale, en se confinant à l'Assemblée nationale. Donc, c'était des risques qu'ils ont pris. Alors maintenant, ils nous disent, bon, écoutez, nous, on a pris des risques. Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous soyons récompensés? J'ai lu dans la presse, chez des confrères, que bon, les députés exigeraient 50 000 $ américains à chacun pour pouvoir investir le gouvernement Samalou Kondé. Très dangereux comme option parce que ce qui risquait d'arriver, c'était quoi? C'est que le gouvernement arrive à l'Assemblée nationale pour investiture, les députés refusent de l'investir. On renvoie Samalou Kondé pour pouvoir remanier son gouvernement, qu'il puisse recadrer, qu'il puisse prendre en compte les envies de tous les politiques. Bon, Samalou Kondé rentre avec sa copie. Il n'est pas investi. Il revient pour la deuxième fois, il n'est pas investi. Il devient pour la troisième fois, il n'est pas investi. Et finalement, le chef de l'État se décide face à une crise qui s'installe entre le gouvernement d'une part et l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est une crise qui s'installe et c'est une crise qui perdure, qui persiste 1, 2, 3 fois. Et le président se voit obligé de dissoudre la Chambre basse du Parlement. Oui, c'est l'un des scénarios qui pouvait arriver. Mais heureusement qu'aujourd'hui, lorsque j'ai parlé avec les députés qui du reste sont aussi pétitionnaires, ils disent non, écoutez, cher ami, nous n'avons pas l'intention de bloquer. Tout ce que nous voulons demander, c'est légitime. Nous demandons au Premier ministre de pouvoir revoir sa copie, qu'il puisse recadrer avant que nous puissions investir. Alors j'ai compris. Et moi je disais à quelqu'un que le politique congolais, parce qu'il me disait il avait déjà une crainte, il dit le président a été bloqué pendant 7 mois pour le premier gouvernement, maintenant il a été bloqué pendant 3 mois et les députés veulent aussi bloquer. Donc finalement les députés se sont dit non, nous allons en guerre, c'est un bras de fer qui s'installe, on ne va pas investir le gouvernement, où est-ce que nous allons avec cette histoire? Je lui ai dit, le politique congolais, cette politique-là, c'est au Congo que ça se fait. Le politique congolais, il se met toujours du côté de la signature. Aujourd'hui, moi, je voudrais rassurer peut-être quelqu'un qui voudrait m'entendre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a plus rien qui peut le bloquer. Alors rien. Rien ne peut plus le bloquer aujourd'hui. Et moi, je voudrais vous rassurer que comme il avait promis aux Congolais qu'il va faire les choses à la manière de sa vision, et c'est ce qui va arriver. Mais seulement, il faudra qu'on évite. Ça, c'est mon analyse. Il faudrait qu'on évite qu'on induise le président de la République à sombrer dans la dictature. Parce qu'il laisse faire les choses selon les règles de l'art. Moi, je voudrais aussi vous dire que le président Félix Tshisekedi, c'est l'un des rares, si pas le tout premier président politique que le pays connaît. Lorsque Kasavubu arrive à la tête du pays, ce n'était pas un politique convaincu et convaincant. Non, pas du tout. C'était un jeune président qui arrivait aux affaires. Il n'avait pas l'âge du président Félix Tshisekedi. Il n'avait pas cet âge-là. Le président Joseph Kasavubu était plus jeune et il n'était pas aguerri en politique. Mais le président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a vécu le combat de la rue, le combat du changement dans la rue. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise l'arène politique. C'est quelqu'un qui maîtrise comment est-ce que il sait ce que c'est le coup de l'adversaire. C'est quelqu'un qui a appris à encaisser les coups. Il a appris à encaisser les coups en politique. Et il sait en donner au moment convenable. Il sait en donner, il sait donner des coups politiques au moment convenable. Il en a donné au FCC. Le FCC n'a pas su se relever de sitôt. Parce que c'était des coups somatiques, c'était des coups bien calculés. Alors donc on ne peut pas s'hasarder aujourd'hui à penser que le Félix Tshisekedi qui est à la tête du pays aujourd'hui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc nous avons un président politique
qui sait exactement ce qu'il est en train de faire, qui sait exactement où il nous amène. Mais, puisqu'il veut respecter l'art, nous avons eu après le président Mobutu qui était un journaliste, qui est venu comme journaliste et qui venait d'arriver aux affaires. C'est vrai, les journalistes, ils sont toujours du journalisme à la politique, il n'y a qu'un seul pas. Le président Mobutu, il avait quand même des connaissances en politique, mais ce n'était pas un politicien. Contrairement à Félix Tshisekedi. Mais après Mobutu, il vient Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, c'était un maquisard. C'était quelqu'un qui a vécu dans la brousse. Il n'a pas combattu dans la ville ici. Il n'a pas eu de combat frontal avec Mobutu. Il n'a pas combattu frontalement Mobutu. Mais pendant ce temps, Félix Tshisekedi était à l'école de savoir de la politique, l'école UDPS. Ça n'engage que moi, j'ai toujours dit que dans ce pays, on n'a connu que deux écoles politiques. C'est l'école de Mobutu et l'école de Tshisekedi. C'est les deux écoles politiques que nous avons dans ce pays. Alors, après Mouzé, quand Mouzé arrive, Mouzé ne va pas appliquer la démocratie. Je suis désolé. Mouzé, Laurent Désiré Kabila, ne va pas appliquer la démocratie. Il arrive, c'est bien la dictature qu'il installe. Il fait des choses à sa manière. Il fait ce qui lui passe par l'esprit. Oui, lorsqu'il fallait chicoter, Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a chicoté à Kinshasa. Il nous a chicoté. Moi, je me souviens une fois, je devais aller à l'IFASIC. J'ai commis la bêtise d'être le 5e sur le banc de Kombi à l'époque, les Volkswagen qu'on appelait Kombi. J'étais le 5e, la 5e personne. Moi, j'ai été fouetté par les militaires à l'époque. Parce que ce n'étaient même pas des policiers, c'était des militaires. J'ai été fouetté. Donc, Mouzé Kabila, quand il arrive, ce n'était pas la démocratie qui nous amène, c'est la dictature. Et c'est ce qui m'amène aussi à dire que nous, Africains, nous, Congolais, c'est vrai que nous avons besoin de la démocratie parce que nous avons un président démocrate, mais nous n'avons pas besoin de la démocratie à l'américaine, nous n'avons pas besoin de la démocratie à la française. Non, nous avons besoin d'une démocratie qui s'adapte aux réalités congolaises. Alors, Mouzé arrive, il applique ce qu'il a appliqué, la dictature, ben voilà, il passe. Et vient Joseph Kabila. Joseph Kabila va nous amener dans une sorte de démocratie. Dans une sorte de démocratie. Parce qu'on pouvait tuer facilement les Congolais. On pouvait facilement créer de fausses communes. C'est des choses que nous avons vécues. Joseph Kabila n'était pas un politique. Il arrive comme un Kadogo, c'est-à-dire des enfants, soldats, qui ont accompagné Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il arrive au pouvoir, ce n'était pas un politique aguerri. Il ne connaissait pas la politique de la République démocratique du Congo. Il connaissait peut-être la politique tanzanienne parce qu'il venait de la Tanzanie. Il ne connaissait pas la politique de la RDC. Il connaissait peut-être la politique du Rwanda, mais il ne connaissait pas la politique du Zaïre. Il ne connaissait rien de ça. Enfin, il ne connaissait pas. Mais maintenant, nous avons un président qui naît dans la politique, qui grandit dans la politique, qui atteint la maturité en politique. C'est lui qui nous gère aujourd'hui. Et vous allez dire que ceux qui pensent qu'il ne sait pas où il nous amène, ils sont en train de se tromper. Et c'est le même discours qu'on a entendu dire, non, je suis désolé, même moi, j'étais des paysans à un certain moment, je me disais, mais pourquoi l'UDPS dort? Pourquoi l'UDPS dort? Pourquoi l'UDPS dort? J'ai fait des émissions où j'ai demandé le réveil de l'UDPS, j'ai demandé le réveil des autorités de l'UDPS. Mais aujourd'hui, on voit le secrétaire général qui a fait une tournée avec succès dans les 4 districts de Kinshasa. Il a commencé à Lukunga, Funa, et Tchangou, il était partout. Et finalement, il a été dans le Congo central. Donc, le parti est en train de se préparer pour les futures échéances électorales. Le parti se prépare. Et on sent que les choses bougent de ce côté-là, à merveille. Contrairement au PPRD où aujourd'hui les gens sont en train de se battre entre eux. Bon, ce n'est pas mon affaire aujourd'hui. Donc, l'UDPS est en train de se préparer. On disait que l'UDPS aujourd'hui ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais alors qu'on ne savait pas que l'UDPS avait une carte de l'implantation du parti. Une carte de la stabilisation du parti, une carte
de pouvoir réorganiser le parti. Et c'est cette carte-là que l'UDPS sort aujourd'hui avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, moi je les encourage en ça parce qu'il faudrait finalement que les partis politiques s'organisent. Et ça ne doit pas s'arrêter là. J'ai recevais Jean-Marie Kassamba une fois, et il a dit quelque chose qui m'a tiqué. C'est qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, nous n'avons aucun parti politique qui a un siège valable. Un siège où vous entrez, vous trouvez un bureau organisé, où c'est beau, il fait beau vivre. On n'a pas. C'est vrai, l'UDPS a un siège propre à lui. Oui, le siège existe. Mais il y a un projet de construction d'un siège moderne. Nous encourageons cela. C'est ça le type d'organisation que nous voulons voir dans nos partis politiques. C'est comme quand vous allez en Angola aujourd'hui avec MPLA, quand vous arrivez au siège de MPLA. Non mais, vous restez bouche bée. Quand vous allez au Congo-Brazzaville, c'est qu'on voit là-bas, au Rwanda. C'est ce que nous voulons voir de nos partis, que de voir le PPRD qui est locataire jusqu'aujourd'hui. Le PPRD, locataire jusqu'aujourd'hui. Après 18 ans au pouvoir, locataire. Il ne faudrait pas que cela arrive à l'UDPS. Donc nous encourageons ce qui se fait aujourd'hui avec le secrétaire général de l'UDPS, avec le président Jean-Marc Abound, qui ont initié l'implantation du parti à travers le territoire national. C'est une très bonne chose, nous l'encourageons et nous souhaitons que tous les autres partis emboîtent les pas à l'UDPS, que les partis politiques s'organisent pour les élections à venir. Que les partis politiques arrêtent de dormir. Alors, nous allons peut-être terminer avec l'information sur la vaccination contre le coronavirus. Moi, je suis désolé, le débat n'est pas encore à la hauteur parce que les gens sont en train de se demander. Il y a des gens qui suivent des informations qui circulent à travers les réseaux sociaux. On dit vaccin ou pas vaccin. On suit toutes les informations de diverses manières. Il y en a qui disent il ne faut pas se vacciner. Pourquoi? On ne dit pas. On ne dit pas pourquoi il ne faut pas nous vacciner. Et ceux qui disent qu'il faut vacciner, ils ne nous disent pas pourquoi il faut nous vacciner. Mais moi, je crois qu'un gouvernement sérieux, comme le nôtre, il ne peut pas sacrifier ses filles et fils. Donc, on ne peut pas accepter qu'un pays, qu'un gouvernement puisse accepter que des vaccins viennent et qu'on vaccine la population alors qu'on sait que c'est un produit toxique. Les gens disent, non mais écoutez, les Blancs veulent nous tuer. Écoutez, est-ce que les Blancs, pour nous tuer, ils n'attendront que le vaccin contre le coronavirus? Les médicaments que nous consommons chez nous ici, ça vient d'où? Ça ne vient pas de ces Mindélé. Ça ne vient pas de ces Occidentaux-là. Ça ne vient pas des Indiens, les médicaments que nous consommons chaque jour au Congo. Ça ne vient pas d'eux. S'ils voulaient bien nous exterminer, est-ce que ça ne peut pas passer par là? Est-ce qu'il faut qu'ils attendent un vaccin pour nous exterminer? Non. Non. Et je vois ce débat-là même au niveau des intellectuels qui se disent, non mais écoutez, moi je n'ai pas encore vu un média sérieux qui fait des démonstrations qui nous dit que le vaccin est nocif. Ce vaccin qui est en train d'être admis, qui a commencé aujourd'hui, qu'il est nocif. Il n'y a aucune étude sérieuse qui la démontre. Mais on regarde sur des chaînes YouTube européennes, des chaînes YouTube américaines, des chaînes YouTube indiennes qui montrent, qui font des vidéos et tout ça, qui mettent sur les réseaux sociaux. Et à la fin, là, on vous dit toujours, partagez massivement, partagez abondamment, partagez à toutes vos familles, à tous les membres de vos familles, partagez à tout le monde, tout ça. Vous nous envoyez à partager parce que vous allez vous faire des vues sur YouTube, mais vous ne nous donnez pas des éléments scientifiques qui peuvent nous conduire à refuser ces vaccins. Je suis désolé. Donc, le vaccin, on a commencé la campagne aujourd'hui à Kinshasa. Il y a une rumeur qui a circulé comme quoi le chef de l'État, c'est lui qui devait lancer cette campagne. Non, c'était qu'une rumeur. Ça ne concernait pas le chef de l'État. Le chef de l'État n'était pas concerné dans ça. Désolé. Donc, le chef de l'État aujourd'hui était occupé à recevoir son hôte, le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mohamed Abdoulaye Mohamed. Il est recevé aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine. Donc voilà,
Donc, c'est les peu de quelques informations que nous avions à partager avec vous sur 10e rue télévision, la télévision du peuple. Nous avons suivi vos demandes. 10e rue est toujours à votre écoute. Vous avez demandé à ce que cette émission soit exploitée sur votre média, que nous puissions analyser l'actualité avec vous. Et bel et bien, 10e rue vous a écouté. Nous avons créé cette tranche, c'est pour vous. Désormais, vous allez nous suivre. Nous allons vous donner le programme, comme il va commencer à se passer. Je crois savoir que ce sera tous les jours pair, mardi, jeudi, samedi, en attendant que nous puissions organiser avec la direction des programmes et la direction technique. Nous allons vous donner tous les détails sur ce programme, l'heure de diffusion et de la rediffusion. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui nous suivez sur Rascom. Nous sommes sur satellite. Vous pouvez capter 10e rue sur satellite partout à travers le monde. Merci beaucoup à vous tous. Très bientôt, vous allez nous regarder sur le bouquet Canal+. Vous allez nous regarder sur le bouquet Easy. Nous travaillons sérieusement sur ces projets-là. Vous nous aurez bientôt chez vous sur toutes les plateformes pour permettre à ce que 10e rue occupe effectivement la place qui est la sienne sur l'échiquier des médias en République démocratique du Congo. Merci à l'équipe technique. Les amis, je vais vous citer prochainement. Pour aujourd'hui, je dédie l'émission à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. À très bientôt. Ciao.